Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Saluton, carai amicoi, saluton Janufio, saluton Geoffro, mi multe gioias paroli al vi hodie pri Esperanto, la internacia lingvo creata por kunigi la homoin en la tuta mondo. Et là, vous êtes en train de vous dire, hein, quoi? On a perdu Romain. On a perdu Romain. Mais enfin, on dit bonjour quand même. On dit bonjour quand même, on dit bonjour tout le monde. Voilà. Je pense que vous avez eu l'impression de comprendre sans vraiment comprendre. Non? Il y a quelques mots que j'ai chopés, oui. Des choses comme ça. Ouais. Un peu comme si je parlais un mélange de tchèque et d'espagnol, quoi. C'est ça. Exactement. J'aurais pas dit. Eh ben, c'est pas faux. Voilà. J'ai parlé, en fait, en espéranto, qui est donc mon sujet du jour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite présentation historique et technique de la chose. L'espéranto kezako, l'espéranto, c'est une langue construite qui a été publiée pour la première fois en 1887 dans un recueil qui s'appelait donc Lingvo Internacia, ce qui veut dire langue internationale, par un certain docteur Esperanto, qui en fait s'appelle Louis-Lazare Zamenhof, qui était un opticien de profession et linguiste à ses heures perdues. Et entre nous, si mes heures perdues apportaient autant à l'humanité, je pense qu'il faudrait revoir la notion de perdre et de ce que ça veut dire perdu. Voilà. Alors pourquoi il a fait ça? En fait, la ville où il naît et grandit, qui s'appelle le Bialystok, qui était à l'époque dans l'Empire russe et qui s'est retrouvé ensuite en Pologne, compte 4 communautés linguistiques, donc le russe, le polonais, l'allemand et le yiddish, qui formaient à l'époque autant de barrières sociales et qui étaient source permanente de tensions et de graves incidents, des pogroms, enfin tout un tas de trucs pas rigolos du tout. Et face à cela, en fait, finalement, son objectif aussi simple qu'ambitieux a été de donner à l'humanité une langue commune. Et je vous cite l'extrait d'une lettre dans laquelle il explique ça, finalement. Voilà ce qu'il dit. « Mon éducation a fait de moi un idéaliste. On m'a enseigné que tous les hommes sont frères. Et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d'enfant. Encore que beaucoup souriront peut-être de cette douleur du monde chez un enfant. Comme il me semblait alors que les grandes personnes possédaient la toute-puissance, je me répétais que lorsque je serais grand, je devrais supprimer ce malheur. » Voilà. Je sais pas vous, moi je suis fan. Ça fait une belle mission de vie pour démarrer. Ouais. C'est quand même pas mal, voilà. Bon, il a été nommé d'ailleurs une douzaine de fois au prix Nobel de la paix, bon, il l'a jamais eu, mais en tout cas, l'espéranto était né. Et ce qui est bluffant, c'est que le succès a été immédiat, foudroyant, bien plus que ce qu'ils attendaient. Il y avait déjà eu des langues construites un peu avant, il y avait eu le Volapük notamment, Oui. qui avait marché pas mal, mais qui s'était éteint. Et donc il y avait, mais ça, disons que le Volapük avait suffisamment bien marché pour que les gens se disent « Ah, mais en fait, ça peut marcher, une langue construite. » Alors la pratique de l'espéranto au début était principalement écrite, parce que c'est les gens qui s'écrivaient des correspondances, et puis ça se faisait par des bulletins, enfin des lettres, des journaux, quoi, on dirait aujourd'hui. Ça s'est répandu en Russie impériale, évidemment. Ça a gagné ensuite l'Europe de l'Est, et puis l'Europe de l'Ouest, ça a été jusqu'aux Amériques. Et de l'autre côté, c'est même allé au Japon, à l'occasion de la guerre russo-japonaise, d'ailleurs, pas forcément la meilleure raison, mais enfin, c'est allé comme ça. Oui. C'est allé en Chine, et d'ailleurs, aujourd'hui, en Chine, il y a un nombre étonnant de locuteurs d'espérantistes, et c'est allé jusqu'au Vietnam. Aujourd'hui, grâce à Internet, qui a donné à la langue un nouvel essor, on estime qu'il y a à peu près 2 millions de locuteurs dans le monde. Alors, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est, quand même c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Voilà, et je crois que je me suis renseigné, si je me suis pas gouré, c'est un petit peu plus que les gens qui apprenaient la langue de Star Trek, là. C'est quand même aussi un critère. Le Klingon. Le Klingon, voilà, c'est ça. Donc, en 1905, premier congrès espérantiste à Boulogne-sur-Mer, dites donc, chez nous. Et c'est un tournant, puisque ça va être l'occasion de publier ce qu'ils appellent les fondamentaux qui fixent, en fait, les bases de la langue. Et pourquoi c'est un tournant? C'est parce que là, les gens, ils vont se rencontrer en vrai, et ils vont se rendre compte d'un truc fabuleux. Ça marche. Les gens de tous les pays utilisent cette langue pour communiquer entre eux et ils y arrivent. Voilà. Et depuis, le congrès a lieu tous les ans, alors c'est-à-dire hors guerre mondiale et épidémie centennale. Et pour cette année, par exemple, en 2022, le congrès il aura lieu à Montréal. Dans la Première Guerre mondiale, ça a été un frein, évidemment, pour la diffusion de la langue, mais pas un arrêt complet. Et il y a des choses assez étonnantes. On voit par exemple que la Croix-Rouge apprend l'espéranto, et pas mal de soldats sur le terrain l'apprennent aussi, parce que vous voyez, c'est assez pratique quand on est blessé sur le champ de bataille, pour se faire ramasser par la Croix-Rouge, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas plus mal si on peut quand même causer avec les gens, quoi. Après la guerre, l'enthousiasme est, à partir de 1920, complètement fou, puisqu'on est un peu dans le côté pacifiste à fond, etc. Et figurez-vous, dans la mouvance donc de ce pacifisme des années folles, la langue est proposée comme langue de travail de la toute nouvelle Société des Nations. La proposition est soutenue par un nombre de pays qui représentent plus de la moitié de la population mondiale,
Et on retrouve tout un tas de pays d'un peu partout, hein, le Japon, la Perse. D'ailleurs, il y a une communauté en Iran maintenant d'espérantistes aussi. Ouais. Et ça échoue à cause d'un veto. Tadam, la France. La France. Voilà, parce que la France a pas voulu. La France estime que la langue internationale, c'est, et ça doit être, le français. Voilà. À quelle époque, ça, la France a dit well done. Well done. Ah ouais. Eh ben, écoute, entre 1920 et 1930. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Cependant, malgré ce veto, l'espéranto devient quand même une langue internationale auxiliaire de référence. Et c'est à partir des années 30 où, par contre, ça va changer vraiment beaucoup, puisque les espérantistes vont être fortement réprimés par toutes les dictatures en montée, c'est-à-dire Hitler, hein, et puis le stalinisme aussi. Tout bonnement, on envoie les espérantistes dans les camps. Parce que bon, des hommes qui se comprennent entre eux et qui essaient d'être pacifistes, on va pas dire que ça arrange les affaires des dictateurs. Donc voilà en gros pour comment ça se passe. Alors ça renaît un peu dans les années 70 et pas mal autour des communautés, on va dire hippies, un peu beatnik, etc. Parce que pacifiste, encore une fois, peace and love, paix entre les hommes, communication, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore un peu cette image qui est attachée autour de la langue, un truc un peu vieillot, un peu beatnik. Voilà, donc ça c'est pour l'historique. Maintenant comment ça marche, hein, parce que bon, comment ça marche après tout, ça peut être intéressant. Oui, la structure de la langue, quoi. Ouais, voilà. Je vais essayer de vous faire un cours rapidos d'espéranto et puis on discutera après. En fait, pourquoi ça marche ? Déjà, pourquoi ça marche ? Ça marche parce que c'est simple et c'est régulier. D'accord ? Il y a 16 règles de grammaire au total. Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais enfin, il y en a 16. Il n'y a aucune exception. C'est ce que j'allais te demander. Ah mon Dieu. Voilà. Oh, ça c'est bon ça. Oh là et là. ça c'est fabuleux. Et alors il y a une autre langue en ce moment qui commence à marcher un peu, qui est une langue construite aussi, et bizarrement se construit avec des exceptions parce qu'ils sont partis du principe que les gens avaient l'habitude d'avoir des exceptions dans la langue, et donc bon, ils en rajoutent. Personnellement, donc il n'y a pas d'exception, voilà. C'est pas une vraie langue quoi. C'est ça, voilà. Bon, en tout cas là il y en a aucune exception. C'est une langue qu'on dit une langue d'affixe. Une langue agglutinante, c'est-à-dire c'est une langue où on va rajouter des petits morceaux autour de cette racine en fait, et où on va même pouvoir construire des mots en ajoutant les mots les uns aux autres. Comme l'allemand. Comme on fait en allemand aussi, voilà. Donc pour vous faire un cours rapide, alors les je, tu, il, nous, vous, il, ça je vous le dis rapidement, mais vous n'allez pas retenir forcément. Mais je c'est mi, et mi, d'accord. Tu c'est vie, on va un peu comme vous, mais vie. Il ou elle, ça va être li ou she. On reconnaît un petit peu d'anglais, tout comme ça. Nous, c'est ni. Vous, c'est vie. Et puis, il ou elle, c'est ili. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas toutes ces questions de genre, etc. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous allez voir que la langue permet de faire des trucs assez malins quand on veut arriver sur l'inclusif, etc. Donc, question, il n'y a pas de it comme en anglais. La chose. Si, pardon. Oui, la table alors, it. Ouais, on aurait J, en fait, pour ça. Ça va s'écrire J, ça va se dire J. Le neutre. Le neutre, voilà, l'équivalent du neutre. On a aussi un on, l'équivalent du on collectif qui va être oni, qu'on utilise pas mal, d'ailleurs, ça dépend un peu des gens. Voilà. Ça, c'est pour ça. Maintenant, les verbes. Tous les infinitifs finissent en i. D'accord ? Il y a un i à la fin. Enfin, si un truc finit en i, c'est un verbe et il est à l'infinitif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même assez pratique, quoi. Ok. Esti, c'est être. Voilà. Parler, c'est paroli. Voilà. L'accent tonique est toujours sur l'avant-dernière syllabe. En termes de conjugaison, on va rester simple. Si tu as un truc au futur, c'est os. D'accord ? Donc, esti, c'est être à l'infinitif. Estos, au futur. Et ça va être pour que ce soit je, tu, il, nous, vous, il, on s'en fout. C'est estos. D'accord ? Si tu mets estos, on sait que c'est au futur. Le passé, ça va être is. Donc, estis, mi estis, j'étais ou je fus, ou tout ce que tu veux, mais c'est moi qui étais dans le passé. Le conditionnel ou le volitif, ça va être le us, us. Et puis, l'impératif, c'est ou. Voilà. Et ça, quel que soit, je, tu, il, nous, vous, il, encore une fois, ou le neutre, ou tout. Tac. Donc c'est très simple, si tu vois un mot qui finit en os, c'est un verbe, et il est au futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres formes de grammaire qui reprennent ce truc-là. Ah d'accord. C'est ça. Tu vois, et du coup, ça permet d'éliminer. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ça se faisait beaucoup au début, ça se fait un peu moins maintenant, mais on espérantisait aussi les noms propres. Tu vois, par exemple, je vous ai appelé Gianfillo et Giofreo. Comme ça, je sais que je mets un O, je parle d'un mâle, je parle d'un nom, et a priori, voilà. En tout cas, d'un nom. D'accord. Alors, pour le pluriel, non, j'ai oublié les adjectifs. Voilà. Donc, les adjectifs, alors les noms communs avant les adjectifs se terminent en O. Donc, tout ce qui se termine avec juste un O, c'est un nom commun. Comme tableau, c'est la table, cato, c'est le chat, horo, c'est l'heure, etc. Les adjectifs se terminent en A. Donc, bella, beau, dica, gras. Oui, hein. Donc, bella, et les adverbes,
Bella tableau, la belle bella tableau, exactement, la belle table. Waouh, tu es fort, il est à fond, il est à fond. Et les adverbes se finissent toujours par un E. Sen coste, gratuitement. Strange, étrange. Ok, donc un truc fini par un E, c'est un adverbe, ouais, vous avez l'idée, quoi. D'accord ? Pour fermer un pluriel, il suffit d'ajouter un J à la fin du mot. Le J se dit ye. Donc, par exemple, de belles grandes tables se dirait donc, essayez pour voir. Belle. Alors, non, belles, elles sont belles, c'est l'adjectif. Donc, bella. Bella. Sauf qu'il y en a plusieurs, donc c'est bellaï. Bellaï. Tabloï. Grande. Tabloï. Bellaï, grandaï, tabloï. De belles grandes tables. Parce qu'il n'y a pas de ne non plus, il n'y a pas d'indéfini, il n'y a pas de truc comme ça, on n'ajuste rien. Et il y a un seul équivalent pour le ou la, c'est la, en fait. Donc, la tableau, c'est la table, mais la viro, c'est l'homme. Donc c'est là pour tout. Ok. Ça va toujours ? Donc tout est au neutre, en fait. Tout est au neutre, sauf les individus de sexe féminin ou masculin. D'accord. Puisque là, on peut le mettre, donc ça marche pour les animaux ou pour les êtres humains. Ok. Donc, je répète, les noms, c'est O, l'adjectif, c'est A, et l'adverbe, c'est E. Ok. Donc, si, par exemple, la vérité, ça se dit vero. Donc, si vous voulez dire vrai, vous allez dire l'adjectif. Vere. Non, ça, c'est l'adverbe. Ça, c'est vraiment. Voilà. Et l'adjectif, c'est avec un A, vera. Enfin, voilà. Une fois que tu as pris le truc, ça vient comme ça. Tu vois ? En tout cas, vous êtes très fort déjà. Et vous voyez, en fait, le truc, c'est que vous connaissez le nom, bah, vous avez l'adjectif et vous avez l'adverbe qui vont avec. Donc, tu apprends un mot, tu as déjà 3 trucs. Et tu as même plus que ça grâce au système des affixes, en fait. Donc, les affixes, c'est des choses qu'on répartit avant pour les préfixes et après pour les suffixes. Il y a un peu plus de suffixes que d'affixes. Je crois qu'en tout, il y en a 42 et il doit y avoir une dizaine de préfixes, donc de choses qu'on met avant, et une dizaine et 32, donc suffixes qu'on met derrière. Trucs privatifs, etc. Ceci, cela. Exactement. C'est-à-dire que, alors, pour indiquer le contraire, par exemple, on va ajouter devant le mot mal, M-A-L. Donc, malvero, ça veut dire c'est pas vrai. Ouais, et donc c'est le mensonge, par exemple. Tu vois ? T'en apprends un, tu as le nombre de trucs forcément ton vocabulaire est tout de suite multiplié, quoi. Après, il y a des trucs un peu troublants. Moi, je sais que personnellement, ce qui m'avait troublé, par exemple, c'est que fermer, ça se dit fermi. Mais ouvrir, mal fermi. Alors moi, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, parce que pour moi, un truc mal fermé, c'est pas un truc qui est ouvert, forcément, tu vois. Mais en fait, c'est pas j'ai mal fermé la porte, ça veut pas dire j'ai laissé la porte grande ouverte. Ouais, elle est pas grande ouverte, mais elle est ouverte, elle est pas fermée. Donc elle est grande mal fermée. C'est un peu troublant. Et il n'y a pas un autre mot pour dire ouvert? Écoute, pas à ma connaissance, en tout cas, pour le coup. Alors que parfois, ça arrive, tu vois, mais là, a priori, non. Alors, j'ai une petite remarque tout à l'heure là-dessus, Ouais, ok. Ou tu peux la faire maintenant pour voir. Eh ben non, mais c'est parce que, et je ne veux pas critiquer, je suppose que tu avais déjà travaillé sur le mal qu'on peut dire de cette langue, qui est quand même un beau projet. Mais dans 1984, donc il parle de cette nouvelle langue, et en fait, l'utilité de la novlangue, c'est d'empêcher les gens de penser. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on va, et donc il donne cet exemple-là. Il y a bon, B-O-N, bon, ce qui est bon, et il y a un bon. Et il n'y a pas le mot mauvais. Alors du coup, tu peux pas penser que c'est mauvais. Tu peux pas penser le mauvais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, on ne peut penser que ce que l'on nomme. Voilà, alors je dis pas que c'est le cas, et puis peut-être que d'ailleurs le vocabulaire s'enrichit au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, mais alors après, moi je te donne un exemple où effectivement c'est moi. En fait, tout ce qui va être mal, effectivement, va être peut-être. Alors après, on peut considérer qu'ouvert c'est positif et fermé négatif. Tu vois aussi, après ça dépend de la valeur que tu vas mettre peut-être dans les mots. Mais effectivement, je reçois la chose effectivement. Voilà. Mais donc tout ça pour vous dire qu'en fait, dès que vous apprenez un mot, vous avez déjà toute une foule de trucs qui vont avec. Puisque évidemment, fermi, si ça dit fermé, fermo, ça sera la fermeture. Voilà, il y a d'autres exemples. Il y a ré pour la répétition, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on a aussi parfois en français. Donc fari, c'est faire, refari, c'est refaire. Aussi simple. Si je viens maintenant sur le féminin, alors ça c'est un exemple que j'aime bien parce que ça montre aussi que finalement ça peut être assez vivant et actif. Le féminin, il est utilisé en espéranto que pour désigner les représentants de sexe féminin, d'une espèce animale, donc les humains aussi. Et pareil pour le masculin. Il est marqué par le suffixe in. Ainsi, on avait viro qui était donc l'homme et on a virino qui est la femme. Ok, mais forcément avec l'inclusion telle qu'on la connaît maintenant, pour les soucis de genre et de sexe, il y a certains espérantistes qui se sont dit ok, mais finalement on ajoute un truc, enfin on différencie quelque chose pour la femme et pas pour l'homme, puisque on parle de l'homme serait la racine, viro, et puis on aurait virino la femme. Donc c'est pas juste quelque part. Et donc ils se sont dit ok, on invente un truc. Ils ont inventé un nouveau suffixe qui est itch en l'occurrence,
qui va désigner le représentant de sexe masculin. Et du coup, on va garder le mot racine pour désigner l'ensemble de l'entité de la chose. D'accord ? Donc viro, du coup, voilà, viro va devenir genre humain, ou l'humain sans distinction de sexe, quoi qu'il soit. Et si après je veux montrer ceux de sexe masculin, je vais dire viricho, et si je veux être ceux de sexe féminin, ça va être virino. Voilà. Et du coup, tu vois, le problème du genre réglé en 2 lettres. J'aime beaucoup ce genre de truc. Voilà, donc au final, et ça va s'appliquer pour tout un tas de choses. Bovo, ça va être le bœuf, et puis on aura bovino, bovicho, etc. Voilà, plein d'affixes, donc j'ai dit, pour nous aider à créer des mots, et on a aussi la possibilité donc de coller des mots ensemble pour obtenir un troisième terme. Donc si je prends par exemple puncto, qui est le point, et vido, qui est la vue, si je veux le point de vue, j'ai vid puncto. Boum, j'en prends 2, je les mets ensemble. Voilà, et je comprends. Pour les volets, ça c'est un truc qui m'a fait bien marrer aussi, on va utiliser plusieurs mots pour volet. On va utiliser ce qu'on appelle l'ustensile, le truc qui est illo, qui est souvent un peu comme un suffixe aussi. Si j'ajoute il, c'est que je parle d'un outil, quelque part. D'accord ? Donc on va utiliser ça. On va parler finalement du truc, illo, qui couvre, covri, les fenêtres, fenestro. Et donc on va parler de fenestro covrillo, pour parler du volet. Ouais, donc c'est rigolo parce qu'on a aussi maintenant, dans certains dictionnaires, on va avoir voletto pour le volet, qui est assez simple finalement. Mais si jamais je connais pas un mot, eh ben je peux dire ce que je veux dire en allant chercher des bouts de mots et en les mettant ensemble. Je sais pas comment on dit volet, par contre, je vous parle du truc qu'on utilise pour couvrir les fenêtres. Ah, un volet. Ouais, donc c'est assez fun. Du coup, ça devient assez créatif même. Hein ? Si je veux parler du maire d'une ville, je vais parler du chef de la ville. Urbo, c'est la ville. Estro, c'est le chef. Urbestro, c'est le chef de ville, donc le maire. Le chef, c'est comment ? Estro. Estro. Voilà. Il y a aussi chef. Bon, en l'occurrence, ce serait celui qui commande, quoi. Voilà. Bon, après, il y a encore d'autres petits trucs. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a un truc qu'on appelle le tabelvortoi, qui est assez, qui peut faire peur à des gens et qui va rassurer beaucoup de monde aussi. En fait, c'est un espèce de tableau logique qu'on va utiliser pour exprimer la raison, la manière, la quantité, le temps, etc. On va utiliser les mêmes genres de petits mots et suivant comment on les place, nous permet d'exprimer ces choses-là. Bon là, c'est trop compliqué à expliquer à l'oral, mais c'est un truc qui, moi, me fait plutôt peur, mais que plein de gens adorent. Voilà. Donc trop funky pour vous présenter à l'audio, mais en tout cas, c'est un truc qui est très utile. Ok, donc ça, c'est pour la langue en soi. Alors, Maintenant qu'on a parlé de tout ça, finalement, pourquoi on en parle sur ce podcast ? Il y a un qui a le rapport avec nos sujets habituels de vie facile, d'efficacité, etc. Voilà, pourquoi je viens vous parler d'une langue encore associée au beatnik des années 70 ? Même si encore une fois je trouve que c'est dommage parce que c'est une langue pour moi qui est super créative et hyper moderne. Je vous en parle parce que depuis que je l'ai apprise en décembre dernier, moi j'ai été absolument fasciné par le potentiel du truc. En quelques semaines, j'ai été capable de comprendre à l'écrit des textes, alors simples mais pas débiles non plus, d'accord, des trucs qui racontent quand même quelque chose, hein, pas juste machin va me chercher une bière, etc. Alors que c'est utile. En 3 mois, j'étais capable d'échanger à l'oral. Alors oui, avec des hésitations, oui, avec des erreurs évidemment. Je vous ai dit qu'il y avait un accusatif. Non, bon bah voilà, il y a un accusatif. Mais bon, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, dans toutes les langues que j'ai apprises à côté de ça, parce que j'ai bien parlé allemand à une époque, je me débrouille plutôt bien en anglais, etc. J'ai jamais eu ce niveau de maîtrise en aussi peu de temps dans n'importe quelle langue que j'ai commencé à apprendre. À une époque, j'avais appris aussi vous avez peut-être suivi l'épisode, j'avais appris le néerlandais. Mon défi en néerlandais, c'était d'aller payer une bière et payer ma bière dans un truc à Amsterdam sans qu'on me réponde en anglais. J'avais réussi, mais ça m'avait pris, finalement, juste pour ça, j'avais presque pris autant de temps que ce que j'ai pris en espéranto. C'était d'ailleurs la promesse. Il y a une notion d'accent aussi, peut-être. Une notion d'accent en néerlandais qui est peut-être plus difficile à maîtriser, alors que l'espéranto, peut-être aussi. Finalement, si c'est construit de manière aussi structurée avec des mots qui viennent de n'importe où, du coup, ça va plus vite. Et puis en plus, si tu parles en espéranto, on ne sait pas dans quelle langue te répondre. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais c'était la promesse de la langue d'ailleurs, si je crois, c'est que en fait, pour toutes les langues, pour apprendre une autre langue, selon la langue de laquelle on part, il y a un certain nombre d'heures d'apprentissage pour connaître la langue. Alors je crois que le chinois pour nous c'est celle qui prend le plus de temps. C'est assez long. L'espéranto effectivement c'est très rapide puisqu'en fait on se prend la tête souvent sur les idiomes, sur justement comme tu en parlais tout à l'heure les exceptions, etc. Et puis j'ai l'impression que pour nous c'est quand même beaucoup plus facile parce que même si c'est une langue à vocation internationale,
j'ai l'impression que toutes les racines sont quand même indo-européennes. Absolument. Très largement, donc romane, slave et germanique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, Zamenhof lui-même parlait, il connaissait, on va dire, une douzaine de langues à des niveaux divers. Il les parlait pas toutes super bien. Comme les gens de ces pays, effectivement, parce qu'il parlait aussi hongrois. Nécessité fait loi, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ah ouais. Mais pour dire que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir les témoignages des Japonais, par exemple, ou des Chinois, ou du Vietnam. Enfin, tu vois, de ces langues qui sont un peu loin des nôtres, qui disent quand même que ça reste quand même plus facile que n'importe laquelle de nos langues. Notamment par ce côté, il n'y a pas d'exception, par ce côté, etc. Tu vois. Donc finalement, même pour des gens qui sont pas de cette région du monde, de ces régions du monde-là, ça reste quand même plus facile. Voilà. Alors en fait, après, il y a des gens, tu vois, Tolstoï par exemple, il disait que lui, il a appris à lire couramment l'espéranto en 2 heures. Bon, ça reste Tolstoï. Oui. Tout le monde ne va pas forcément là. Mais l'Institut de cybernétique pédagogique de Paderborn en Allemagne, j'ai pris les références quand même, a montré que pour un francophone, en l'occurrence, l'espéranto se maîtrise en 150 heures. Okay. Et par comparaison, il faut compter 1500 pour l'anglais et plus de 2200 pour l'allemand. Et le français, cette fameuse langue internationale de 1920, je vous rappelle, c'est réputé aussi difficile que l'allemand à peu près. Voilà. Donc 150 heures, c'est-à-dire c'est un peu moins de 3 heures par semaine pendant 1 an. Pour maîtriser une langue, juste à être quasiment bilingue, mon truc, c'est juste incroyablement court, quoi. Mais je crois que c'était un réflexe d'autodéfense du français à ce moment-là, puisque on sait que la langue, et là c'est clair, la langue diplomatique, jusqu'à la guerre 14-18, ça a été le français. Dans toutes les ambassades, on parlait français. Et après 19, c'est devenu l'anglais. Donc je suppose que il y a eu un petit réflexe de dire le coq gaulois s'en est trouvé meurtri. Oui, c'est ça. Et il n'a pas forcément pris la bonne décision. Enfin bon, bref, en tout cas. Oui, et donc voilà pourquoi je vous en parle en fait, parce que je trouve que c'est super efficace. Et il y a un autre aspect aussi de l'espéranto, c'est ce qu'on appelle le côté propédeutique. Et ça, c'est prouvé, ça a été relayé par l'UNESCO. Alors, propédeutique, ça veut juste dire qu'en fait, son apprentissage facilite l'apprentissage de toutes les autres choses du même genre. En l'occurrence, quand tu apprends l'espéranto, c'est plus facile d'apprendre n'importe quoi derrière. D'accord. Vous voyez, et il y a eu plusieurs études comme ça qui ont été faites. Une des plus célèbres est en Angleterre, en l'occurrence, où ils ont pris une classe d'élèves de primaire qui apprenaient le français, qui ont appris le français pendant 3 ans. Et pendant ces 3 mêmes années, ils ont fait 2 ans d'espéranto et 1 an de français. Et à l'issue, ils ont fait passer un test aux élèves, et il se trouve que les élèves espérantistes se débrouillaient au moins mieux que ceux qui avaient fait que du français pendant 3 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, t'apprends ça veut dire que t'apprends... Ben oui, et qui va te servir pour toutes les langues. Donc, t'investis 2 ans, en gros, tu deviens quasi bilingue dans le truc après, et tu peux accélérer dans n'importe quelle autre langue que tu vas apprendre derrière. Je trouve que c'est juste... on parle de l'efficacité du truc ou quoi. Tu vois, ça va te servir toute ta vie derrière. Et tu disais qu'il y a un accusatif. Est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons ? Non, c'est la seule. Il y a un accusatif, mais c'est un accusatif qui est à la fois sur le complément d'objet direct. Donc, ceux qui connaissent l'accusatif, qui connaissent pas plutôt l'accusatif, c'est la manière de marquer le complément d'objet direct dans les langues qui ont ces déclinaisons-là. Et dans certaines aussi, c'est une manière d'indiquer la destination. On va utiliser l'accusatif pour dire que la chose se déplace. L'objet passe d'un endroit, d'une pièce à l'autre. On peut utiliser l'accusatif pour montrer la destination, le chemin. D'accord. Okay. Voilà, c'est la seule. Voilà. Et donc, voilà pour ça. Et j'ai encore. Alors oui, Geoffrey, tu voulais dire un truc. Vas-y. Non, je pensais que t'avais terminé. Je voulais juste revenir sur. Pas encore. Alors vas-y. Avance. Après, je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Ça marche. Ok. Donc après, l'autre chose qui m'a fasciné, en fait, c'est évidemment, il y a la raison d'être. Mais c'est surtout comment ça se traduit quand tu parles. C'est que quand tu parles espéranto, la nationalité disparaît. Mais vraiment, et c'est vraiment bluffant. Et c'est pas le cas avec une autre langue étrangère d'un pays. C'est-à-dire que même si tu la maîtrises très bien, à partir du moment où la personne en face est une native de la langue, il y a toujours une inégalité dans l'échange. Tu vois, c'est un peu la blague du français qui dit « mais si seulement vous saviez comme je suis drôle en français ». Parce que t'arrives pas, forcément, t'as pas le truc. En espéranto, tout le monde est sur un pied d'égalité, et même les anglophones, d'ailleurs, même pour les questions d'accent. Tu vois, les anglophones ont du mal avec le R des Français, qui est en fond de gorge là, mais avec le R roulé, celui-là, ils ont beaucoup moins de mal avec celui-là. Ça veut dire que tu vas nous raconter une blague en espéranto ? Alors, il y en a. En plus, il y a un canal qui s'appelle Ridegumin, qui en gros fait moi rire.
Et il y a plein de mecs qui traduisent des blagues. Franchement, c'est vachement fun, quoi. Voilà. Bref. Donc il y a des communautés aussi. Bref, depuis que j'ai appris l'espéranto, moi je vois des avantages partout. Déjà, à chaque fois que j'achète un truc, je me retrouve avec 15 docs, une dans chaque langue et tout. Il y a des docs que je lirai jamais, il y a un pavé énorme de texte. Là, je me dis, mais tu m'envoies juste la nationale et même tu m'envoies juste l'espéranto. Il y a une seule doc. Génial. Les annonces dans les lieux publics, dans les aéroports, dans les machins, là, t'as tout plein de langues. Bah non, là, t'arrêtes, tu fais une langue nationale pour les gens du pays quand même. Bah, on est chez nous, quoi, merde. Et puis, tu as une langue, le reste en espéranto. Hein. Et si je prends le texte européen, par exemple, quel intérêt, enfin, comment justifier, depuis le départ du Royaume-Uni, autrement que par une domination économique, le fait qu'on a tous nos textes en anglais, alors qu'en gros, en Europe, maintenant, il y a plus que 5 à 6 millions de locuteurs qui ont ça en langue officielle. Ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Bah ouais. Donc moi maintenant je milite. Bien entendu, je milite pour l'enseignement de l'espéranto parce que c'est pratique, ça facilite la vie et ça peut permettre de réaliser énormément d'économies. L'apprentissage des langues est juste énormément raccourci et puis en plus je veux dire ce que j'ai pu expérimenter, c'est que c'est la chose qui rassemble le mieux les êtres humains. Je vous promets que le jour où vous commencez à échanger en espéranto avec dans la même visio, vous avez un chinois, un finlandais, un brésilien, un turc, un congolais, personne n'a d'accent spécialement. Personne domine, les échanges se font naturellement et sont en plus empreints d'une réalité de comprendre, d'une vraie volonté de comprendre. Ça crée une complicité et ça change la vision du monde et ce qui est possible de faire. Alors moi je dis merci Monsieur Zamenhof. Et maintenant j'attends vos questions. Mais est-ce que c'est pas contraire aux Écritures ? Finalement, quelles écritures de quoi tu me parles ? C'est un blasphème parce que Dieu a décidé de nous séparer. Je l'attendais. Alors, ok. Tu veux parler de la tour de Babel ? Voilà ma vision de la tour de Babel. Alors, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Pardon, j'y vais. Tour de Babel, on se dit les hommes parlent la même langue, ils vont faire une tour pour rejoindre Dieu, etc. Moi, je préviens tout de suite un disclaimer. Je ne suis pas spécialement croyant ou quoi que ce soit. Ma lecture à moi, c'est de me dire cette histoire de tour de Babel, de dire en fait, quand tu parles une langue, tu vois le monde d'une certaine manière. Je pense qu'on est d'accord avec ça quand tu apprends différentes langues. Ouais. On est d'accord, c'est prouvé en plus maintenant, mais enfin on le sait bien par l'expérience que quand je parle dans une autre langue, je vois les choses différemment, j'essaie de les présenter différemment, etc. Voilà, une seule langue, une seule manière de penser. Autrement dit, si on se gourre, on va tous dans le mur. Plein de langues, plein de manières de penser, plein de manières d'échanger, et la possibilité de faire la bonne chose, la chose juste, et pas forcément de s'envoyer les uns les autres dans le mur. Donc finalement, qu'on ait plein de langues nationales, c'est top. On a tous des manières de voir différer le monde. On a des expressions idiomatiques qui sont juste extraordinaires les uns avec les autres. Moi, c'est le truc que j'adore dans les langues en général, c'est les expressions idiomatiques qui vont remplacer celles que je connais parce que c'est toujours des trucs imagés qui sont géniaux. Donc là, on garde ça et on se rajoute une couche qui permet juste, on se cause tous ensemble. D'accord. Donc c'est vraiment une langue véhiculaire. Ah ouais. C'est vraiment le terme. Ah oui. C'est ça. C'est pas destiné. Ouais, il n'est pas question d'avoir un pays dont ça soit la langue. Enfin, il a été question à une époque, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a aucun. L'idée, c'est que ça passe, que ce soit la langue d'un pays. C'est juste, on se cause ensemble, quoi. D'accord. Pour rebondir sur. Pardon. Pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Philippe, tout à l'heure, sur lequel on est encore en train d'échanger, les mots finalement définissent les concepts, définissent notre manière de voir les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en parlant espéranto de perdre la richesse ? Parce que je lisais il n'y a pas très longtemps un texte qui disait que la prochaine génération, la génération d'enfants qui sont en train de grandir actuellement en France, va potentiellement avoir un QI moins élevé que leurs parents. Que on est alors que le QI, je parle pas de quotient émotionnel ou autre, je parle vraiment du quotient intellectuel, n'a fait que augmenter depuis le début des années 1900, depuis qu'on mesure ce genre de choses. Et là, on est en train de se poser la question de est-ce que les générations qui vont arriver vont pas avoir un QI plus faible que le QI de leurs parents, ce qui est un petit peu alarmant et stressant pour certains parents. Voilà, qui peuvent potentiellement nous écouter ou participer à ce podcast. Et notamment, ce que les chercheurs soulignaient, c'était la perte de la richesse du langage. Le fait de simplifier les mots, le fait de ce dont tu parlais tout à l'heure, tout le côté des genres où on essaye de simplifier. Eh ben finalement, et moi je le vois tous les jours dans mon job de coach, si la personne n'a pas le bon mot pour décrire l'émotion qui l'habite, et ben du coup c'est une vraie pauvreté, c'est une vraie difficulté. Jean-Philippe, je vois que tu lèves la main. Ouais. Je te donne la parole dans un instant. Donc ouais, finalement le fait de perdre la richesse de la langue, ça fait une perte neuronale puisque c'est prouvé en neurosciences. Comment est-ce que pour toi ça joue sur le côté de
de l'espéranto quelque part, le potentiel de l'espéranto. J'ai mes réponses, mais je vais laisser Jean-Philippe parce que je sens qu'il voulait. J'ai senti sa main qui s'est faite comme ça. Non, mais c'est intéressant la question que tu poses. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, à mon avis, différentes dans ce que tu dans ce que tu dis. Il y a la richesse de la langue, c'est-à-dire des mots sur des concepts, et il y a la difficulté intrinsèque à la langue. C'est-à-dire que, par exemple, en français, il y a cette histoire de tout le monde connaît ça, d'accorder l'adjectif après avec l'auxiliaire avoir, d'accord. Et en fait, cette difficulté-là n'a aucun intérêt pour exprimer ce qu'on veut exprimer, d'accord. Par contre, la richesse des mots pour pouvoir dire, je sais pas, par exemple. Les Russes ont 13 mots pour dire le sentiment de tristesse, mélancolie. Les Inuits, qui sont déprimés, c'est ça? J'en sais rien. Les Inuits ont 13 mots différents ou moins pour dire le mot neige. Parce qu'il y a la neige qui colle, il y a la neige qui vient de tomber, etc. Je savais pas pour les Russes, mais c'est connu pour les Inuits. J'ai rien contre les Russes, hein, bien sûr. Non. Mais donc en fait, il y a deux choses différentes. Il y a la difficulté intrinsèque à la langue parce qu'il y a l'usage, parce qu'il y a le truc, des règles, etc. Bidule, et qui font peut-être la beauté de la langue. Après ça, c'est. Et il y a la richesse des mots pour pouvoir exprimer des concepts. Donc à mon avis, c'est deux choses différentes. Yes, ouais. Alors non, mais et pour te répondre, donc moi je souscris à ça évidemment. Encore une fois, il s'agit pas de remplacer. Hein. Il s'agit pas de remplacer une langue. On garde nos langues nationales. On garde nos langues voilà, qui sont effectivement très riches, qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont une culture. Si tu veux, en espéranto, l'espéranto a pas forcément vocation à avoir une culture espérantiste. Il y en a une qui se fait parce que c'est des hommes et des femmes qui la vivent. Donc forcément, ça se crée. Bien sûr, mais sachant que l'humain a tendance à toujours aller vers ce qui est le plus simple. Si on met dans le langage commun un moyen de communiquer à moindre effort, il y a des chances que ça devienne, et je vois à ton sourire que tu n'es pas innocent dans cette réflexion, il y a des chances que ça devienne assez facilement un réflexe. De dire, je vais, plutôt que de m'embêter à utiliser le bon mot en français, etc., je vais aller sur une langue où je sais qu'on me comprendra suffisamment bien et. Alors, éventuellement, je pourrais éventuellement souscrire à ce que tu dis si c'était la langue maternelle. C'est-à-dire si c'est la première que tu apprends, finalement, tu vas rester avec celle-là. Et d'ailleurs, ils sont pas très nombreux, hein, mais je crois, alors je sais plus combien, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'ils sont entre 1000 et 2000 à avoir des espérantistes en langue maternelle. Wow. Ben oui, parce que qu'est-ce qui se passe dans les congrès espéranto? T'as des hommes et des femmes qui se rencontrent, et puis qui sont de pays différents, et qui parlent entre eux espéranto, et donc forcément, ils font des choses, et quand ils restent ensemble après avoir des choses, et ils restent, et ils se parlent espéranto entre eux, et du coup, les enfants apprennent espéranto, ce qu'on appelle les denaskulo. C'est ceux qui ont appris ça de naissance. Voilà. Donc peut-être que dans ce cas, ils seraient tentés. Mais je pense que quand t'as appris une langue qui est ta langue maternelle, de toute façon, ça reste quand même la plus facile, même avec ses difficultés. Et l'autre va être une langue auxiliaire. Après, regarde ce qu'on fait avec l'anglais. Franchement, regarde là aujourd'hui, on commence à trouver des mots d'anglais dans tous les coins qui sont complètement dénaturés. Je suis pas sûr que ça enrichisse beaucoup le langage. Même clair aussi. Il faut écouter Julie Neveu là-dessus, parce que par exemple, elle dit que je vais faire un appel téléphonique. Si on dit ça dans le milieu du travail, on sait pas exactement ce que c'est. Et si on dit j'ai un call, alors là, on sait que c'est un appel qui professionnel, a priori, beaucoup plus spécifique. Et donc en fait, on a toujours besoin de mots nouveaux. Et là, l'intérêt que je trouve dans ce que tu viens de présenter, c'est que les mots nouveaux ont l'air de pouvoir se faire se créer finalement assez rapidement. Non mais c'est ça, ouais. Moi ce que je trouve c'est la créativité de la langue, quoi. D'abord il y a beaucoup plus de finesse que moi je pensais qu'il pourrait y en avoir au départ. Au départ je me disais bon forcément c'est un truc construit, donc quelque part je mettais mes propres limites à l'exercice en me disant je vois pas comment je pourrais faire un truc comme ça, sauf que je suis pas linguiste et puis le mec il a pensé, quoi. Et ce système d'affix notamment est très malin parce que il y a 42 et c'est vraiment des trucs de nuances qui vont faire que tu vas même trouver des mots qui sont des mots en espéranto qui sont juste pas traduisibles en tant que mots en français. En français, il va falloir que tu trouves une phrase parce que t'as pas d'équivalent. Il faut pour être toutes les petites nuances qu'on veut mettre là-dedans, il faut que tu trouves une phrase. Donc c'est assez, et ça marche dans les deux sens. C'est que des fois tu vas te faire une phrase super compliquée en espéranto parce que tu la penses en français et t'es en train de faire un truc et le mec dit ah ouais plaf et tu vois, en termes de concision, c'est juste c'est juste bluffant. Il y a aussi un schéma intellectuel. Alors qui est peut-être logique, c'est-à-dire que ça peut faire partie, ça peut faire appel plus
à la logique qu'à l'émotionnel, donc peut-être plus facile pour les gens qui ont un esprit plus logique qu'émotionnel, peut-être. Mais voilà. Mais je pense pas que ça irait sur un appauvrissement. Moi, je pense que peut-être même au contraire, puisque si c'est une langue qui en soi me permet de communiquer, et après je vais me dire mais cette autre langue là qui est une langue nationale m'intéresse vachement, je vais l'apprendre plus vite. Donc je vais quand même y gagner finalement. C'est vrai que c'est un point qui me séduit beaucoup, l'idée d'investir 150 heures sur l'espéranto et d'en gagner 500 dans une autre langue. C'est clair. Et dans toutes les autres langues qu'on veut développer. Moi qui aime bien parler les langues différentes, je trouve que c'est très intéressant. Alors moi, j'avais une grosse déception par rapport à la langue des signes. D'accord, la langue pour les sourds muets, c'est que en fait chaque pays chaque langue, si j'ose dire, a sa propre langue des signes. D'accord, quelqu'un qui va signer en français comprendra peut-être pas tout ce que raconte quelqu'un qui signe en anglais ou en américain. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a un langage des signes qui vient de l'espéranto? Écoute, pas que je sache en tout cas, pas que je sache. Parce que ça aussi, ce serait merveilleux finalement d'avoir aussi un langage des signes. Une fois, j'avais l'exemple. Alors déjà, l'espéranto, c'est super. On peut imaginer des gens qui se rencontrent comme ça. Aujourd'hui, ils auraient tendance à parler en globish, c'est-à-dire cet anglais pauvre. On pourrait les voir parler en espéranto. Mais une fois, j'avais croisé des gens qui arrivaient à se parler dans une rame de métro différente. Vous savez, quand on se rencontre il y a deux métros qui arrivent dans la même station, il y a deux personnes qui sont dans la rame de métro différente. Dans la rame, voilà, et ils arrivaient à se parler par langue des signes. Par langue des signes. Et je trouvais ça merveilleux. Ouais. C'est vrai. Ils arrivaient à se donner rendez-vous, alors que ça, si tu parles pas la langue des signes, tu peux pas le faire. Voilà. C'est clair. Ok, bon, voilà. Dernière question. Oui. Ouais, comment est-ce que tu dis propédeutique en espéranto? Propédeutique, ouais, voilà. C'est voilà. Non, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, celui-là. Je le connais pas. Merci. À bientôt. Merci. Super, merci beaucoup. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.